Ce programme vous est présenté par Sonatrach. Chers téléspectateurs, merci de nous rejoindre sur Al24 News et bienvenue au Pro de l'Écho. Nous accueillons ce soir sur le plateau deux fins experts économiques en la personne de Abdrahmi Bessaha et Nazim Sini afin de décrypter l'actualité de la semaine, à commencer par ce bond en avant vers la coopération trilatérale maghrébine entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye dans le cadre de la première réunion consultative tenue à Tunis. Il sera également question ce soir de revenir sur les nouvelles prévisions du FMI au sujet de la croissance mondiale à la suite de l'escalade au Moyen-Orient et les risques géopolitiques qui pèsent de nouveau sur l'ensemble des acteurs et des chaînes de valeurs économiques. Mais nous irons également du côté des entreprises algériennes à la découverte d'un nouveau baromètre destiné à sonder la confiance, un outil de mesure au service de l'économie nationale. Vous l'aurez compris, un programme très riche vous attend ce soir et comme chaque semaine, les pros de l'écho s'emparent de ces dossiers. Abdrahmi Bessaha, vous êtes docteur d'État en macroéconomie, expert auprès du FMI. Merci d'être avec nous, de nous honorer de votre présence encore une fois ce soir sur le plateau des pros de l'écho. Tout le plaisir est pour moi. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'université Aix-Marseille 1. Votre avion a atterri il y a environ 1 heure. Merci d'être avec nous ce soir sur Al24 News, sur le plateau des pros de l'écho. Nazim Sini, alors justement, je vous le disais, lors de mon introduction de cette émission, nous allons parler de DZ500 Index, votre nouveau baromètre de l'économie algérienne. Premier gros dossier de la semaine. Nazim Sini, vous êtes fier d'avoir, en quelque sorte, contribué à ce qu'un baromètre des entreprises qui va sonder la confiance naisse en Algérie? Oui, tout à fait. Bon, il faut juste rappeler qu'il y a déjà eu des tentatives par le passé de plusieurs organisations de créer des sortes de sondages, des indices de confiance, mais qui n'ont pas forcément totalement abouti à des résultats probants. Et l'idée que j'avais, c'était justement de créer un premier sondage, donc un baromètre des 500 entreprises les plus représentatives de l'économie algérienne, notamment dans divers secteurs de différentes tailles, histoire d'avoir une cartographie la plus précise et surtout la plus fiable du ressenti des entreprises. Parce qu'on est habitué à avoir des indices macroéconomiques et là l'objectif c'était d'avoir un indice microéconomique, c'est-à-dire de partir de la base des déclarations des entreprises. Et pour faire le parallèle, pourquoi DZ500 Index? Parce que je suis très régulièrement les indices boursiers américains et ça m'a fait rappeler au S&P 500 avec les 500 entreprises les mieux valorisées sur ce marché-là. Je me suis dit ça serait bien d'avoir un indice de 500 entreprises qui représenterait un panier le plus diversifié, le plus représentatif du tissu économique. Et les résultats ont été assez surprenants parce qu'on a voulu construire quelque chose d'assez basique, d'abord pour le rendre accessible et puis surtout pour habituer nos opérateurs économiques à ce type d'exercice pour qu'elles puissent se prêter à ce jeu. Parce que vous savez, un indice microéconomique et surtout un sondage avec un baromètre indiciel permet de piloter, d'avoir une vue, un peu d'une prise de hauteur sur l'économie réelle et l'état de l'environnement des affaires. Et les résultats ont été assez encourageants puisque la plupart des entreprises ont déclaré avoir fait une bonne année, donc un bon exercice 2023 et que les projets sur 2024 sont aussi tout aussi encourageants avec des investissements pour améliorer sa productivité, la poursuite du processus de digitalisation, mais aussi parmi les priorités des entreprises qui est ressorti de ce sondage, c'est d'aller à l'international. Abdrahmi Bessaha, cet indice, ce baromètre qui va sonder la confiance des entreprises, une bonne nouvelle pour l'économie algérienne? Absolument, c'est une excellente initiative et il faut féliciter notre ami là. Pourquoi? Parce que toute économie a besoin d'être pilotée. Et pour piloter, il faut des cadres macroéconomiques, des cadres budgétaires, mais il faut aussi toute une batterie d'indicateurs. Pour information, je vous rappelle que l'économie américaine est pilotée par 63 indicateurs.
Donc, cet indicateur de confiance va pouvoir donner une visibilité à l'économie et surtout renforcer le cadre d'intervention des entrepreneurs et des investisseurs. Et j'imagine qu'il va s'adresser aux investisseurs internationaux. Et je voudrais rappeler que l'économie algérienne est suivie de façon rigoureuse par la planète. Donc, c'est une initiative qui est excellente, qui viendra s'ajouter aux autres indicateurs macroéconomiques et j'espère que ça va être complété aussi par des indicateurs sociaux qui permettront aux décideurs de piloter l'économie, de la réformer, de la recalibrer. Nazim Sini, peut-être rapidement, quelles sont les tendances générales qui se dégagent de ce baromètre? Alors écoutez, si on peut les résumer. Bien sûr. Très rapidement, d'abord, on a posé la question en trois étapes. Vous avez d'abord la taille des entreprises. Donc on a remarqué que 75% des sondés dans ce panier étaient représentés par des entreprises de moins de 500 salariés. C'est pour dire que par extrapolation, on peut en déduire que le tissu économique algérien est porté par des TPE, des PME et des PMI également. La part des grands groupes reste importante en termes de valeur, mais assez faible en matière de volume. Également, les résultats de 2023 ont été très encourageants. Pourquoi ? Parce que la plupart des entreprises s'attendaient à avoir une année assez atone, avec un marché stagnant, une sorte d'année de transition. Et finalement, il y a eu une vigueur du marché. Ça a été la déclaration de la plupart des entreprises, quel que soit d'ailleurs leur domaine d'activité, que ce soit dans le domaine des services, de l'industrie, du numérique, du pharma ou de l'agroalimentaire. Et surtout, dans le domaine du retail, donc du commerce de détail. Après, la deuxième partie du baromètre concernait également aussi leurs projections sur 2024. Et là, c'est très intéressant puisque la plupart des sondés, environ 66%, ont déclaré être confiants pour le prochain exercice. Et ce n'est pas une vue de l'esprit que de le dire, c'est qu'aujourd'hui, elles se sont basées, lorsqu'elles ont répondu à ce baromètre, sur leur carnet de commandes et leur plan de charge pour 2024. Et la dernière partie, c'était surtout leurs attentes. Quelles étaient leurs attentes pour cette année 2024 ? Et là aussi, on a eu des réponses très surprenantes. C'est que la plupart des entreprises interrogées déclarent vouloir de 2024 une année où on facilite davantage et on assouplit certaines réglementations et on améliore de manière continuelle le climat des affaires. Et on a remarqué que seulement 15% des sondés exigeaient une baisse des impôts de production. C'est pour dire que l'enseignement principal, aujourd'hui les entreprises ne réclament pas une baisse systématique de la fiscalité, même si ça fait partie des mécanismes qui permettent de lui faire gagner en compétitivité. Mais ce n'est pas la raison numéro première. La première raison qui est évoquée parmi les attentes et les exigences des opérateurs, c'est l'amélioration du climat des affaires. Abdelrahmi Bessaha, peut-être avant de nous intéresser au deuxième dossier de cette émission, il est vrai qu'en Algérie, on s'adresse très peu aux entreprises alors qu'il s'agit du maillon peut-être numéro 1 dans la dynamique économique à laquelle assiste le pays. Absolument, c'est la source de création de richesse, mais ce qui est intéressant, c'est que le tissu économique comprend essentiellement, en grande partie, repose sur la petite et moyenne entreprise, qui est le schéma type des économies avancées, que ce soit aux États-Unis, en France. Ce sont elles qui appuient les grands groupes, mais ce sont elles qui créent le maximum de valeur ajoutée. Donc il est extrêmement intéressant pour l'économie algérienne de savoir exactement quelle est leur pensée sur l'économie, quels sont leurs plans, et ça permet de dégager des tendances de croissance. Ça permet aussi aux décideurs d'améliorer la qualité de la politique publique et de renforcer le cadre macroéconomique. Donc je pense que c'est un excellent indicateur. Et j'espère qu'il va être complété par d'autres, mais c'est un dossier à suivre avec notre ami Sini. Et j'exhorterai tous les opérateurs économiques à s'en inspirer. Tout à fait. Si vous me permettez, je voulais juste rebondir là-dessus. Je profite aussi de votre antenne pour appeler les entreprises à participer. Parce que l'objectif, ce n'est pas d'avoir qu'un panier de 500 entreprises, mais d'en avoir 1000, 2000, 3000, etc. Un panel plus important. Plus important, qui serait encore un peu plus représentatif. Soit le plus représentatif possible. Voilà. Et surtout, on a conscience évidemment que ce baromètre est perfectible et qu'il y a encore des choses à améliorer. Comme l'a dit le professeur Bessaha, qu'on puisse amener d'autres indicateurs sociaux au niveau des ressources humaines, etc. Qu'on puisse aussi avoir un baromètre sectorisé, secteur par secteur, pour voir un peu le dynamisme de l'activité selon le secteur dans lequel interviennent les entreprises. Et surtout, je voulais rappeler en quoi ce baromètre est aujourd'hui inédit, c'est parce qu'il regroupe pour la première fois des entreprises publiques et des entreprises privées. Très bien, bon entendeur, Nazim Sini. Intéressons-nous, messieurs,
dès à présent au premier gros dossier de la semaine, à savoir les nouvelles prévisions du FMI qui a sorti sa boule de cristal afin d'y jeter un nouveau coup d'œil et voir de quelle manière l'économie mondiale serait impactée par les épisodes d'escalade dans la région du Moyen-Orient. Avant de passer au débat, plantons le décor dans ce sujet sur les tendances chez Bretton Woods. L'économie mondiale bat au rythme de l'escalade au Moyen-Orient depuis quelques jours. Le Fonds monétaire international revoit sa copie et adapte ses prévisions de croissance à la donne géopolitique. Bretton Woods parle d'un amoncellement de nuages au-dessus de la région. L'impact de la guerre affecte en effet le Moyen-Orient. Et alors que nous avons légèrement relevé les projections mondiales de 3,1 à 3,2%, nous avons revu à la baisse nos projections de croissance pour le Moyen-Orient de 0,7%, et cela est principalement dû à l'incertitude. L'impact sur le voisinage se manifeste de la manière suivante. Il est le plus grave au Liban, un peu moins dans les autres pays. La Jordanie fait preuve d'une résilience remarquable, de même que l'Égypte. L'impact se fait ressentir essentiellement dans la région, même si le continent africain, sujet d'abcès sécuritaires et de nombreux troubles, n'est pas épargné, notamment le Soudan qui ne voit pas d'issue à la crise humanitaire et économique. Celle-ci vient s'ajouter au drame humain qui est celui d'un conflit armé au bilan très lourd en termes de victimes et aux conséquences dévastatrices en termes d'économie. Je souhaite simplement attirer l'attention sur deux pays qui devraient recevoir davantage d'attention qu'ils n'en reçoivent actuellement, le Soudan et le Yémen. Au Soudan, la situation est terrible, tout comme au Yémen. Le principal message que nous voulons faire passer aujourd'hui est que tant que nous serons dans une situation de conflit, l'économie, la situation humanitaire et la situation sociale continueront à se détériorer. Et pour une économie, pour un pays comme le Soudan, avec tout ce potentiel, il est important d'arrêter très rapidement l'hémorragie et de passer à une phase de reconstruction. La patronne du FMI recommande aux États de renforcer en urgence leur résilience budgétaire afin d'être prêts à affronter le prochain choc. Les dirigeants financiers mondiaux se sont réunis, rappelons-le, vendredi dernier à Washington DC lors des réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale. Les représentants du comité monétaire et financier international se réunissent généralement, professeurs, 2 fois par an lors des assemblées annuelles de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international pour formuler un communiqué ou une déclaration décrivant l'ordre du jour proposé pour le programme de travail du FMI au cours du semestre précédent. Le prochain, le FMI parle donc, professeur, d'un amoncellement de nuages au Moyen-Orient. Justement, que vous inspire ce langage sur l'environnement économique actuel et fallait-il s'attendre à ce que le FMI revoit sa copie? Je pense que oui. Absolument. Bon, laissez-moi quand même clarifier un concept. Il n'y a pas de boule de cristal en économie. Il y a des projections qui sont faites sur la base d'un certain nombre d'hypothèses et sur la base d'un certain nombre d'informations. Bien entendu. Mais quand on vit dans une période aussi perturbée que celle-là, les projections sont revues à échéance régulière. Vous savez, parfois, en période normale, on revoit les projections 2 fois par an. En période aussi perturbée, on le fait 4-5 fois. Ce que vous faites en avril ne sera pas valable au mois de mai, ne sera pas valable au mois de juin. Donc il y a un réajustement des projections pour essayer de coller à la réalité. Alors, qu'est-ce qui se passe? En ce qui concerne la croissance, elle est vraiment atone. Elle est à 3,2% en 2023, une des plus faibles depuis 30 ans. Elle devrait se situer à 3,2 aussi en 2024 et 3,1 en 2025. Ça, c'est pour la croissance globale. Oui. Pour l'inflation, nous avons des chiffres assez élevés, 6,8 en 2023, 5,8 en 2024 et 4,5 en 2025. Donc, premier élément, en ce qui concerne la croissance. La croissance, si on se focalise sur le Moyen-Orient, c'est ça. Oui. Le Moyen-Orient, la croissance va se situer à 2,8 en 2024. Bien au-dessus des taux de croissance des économies avancées, mais bien en deçà des taux de croissance des pays émergents. Pour les pays émergents, les taux de croissance se situeront entre 6,8 et 4,2. Pourquoi le Moyen-Orient va croître à 2,8 pour ça? Parce qu'il y a un amoncellement de risques et de crises. D'abord, il y a les politiques monétaires restrictives.
qui augmente le coût de l'argent. D'accord ? Ensuite, vous avez le ralentissement de la mondialisation. Vous avez aussi le ralentissement des échanges commerciaux. Il y a même la montée de restrictions. Les pays essaient de se défendre. Et il y a la montée aussi de politique industrielle, chacun pour soi. C'est-à-dire qu'il y a un retour de l'État. Ça, ce sont les risques macroéconomiques. Vous avez les risques aussi, un autre risque macroéconomique, c'est qu'il commence à y avoir des stratégies de désinflation différentes entre le pôle européen et le pôle américain. Et ça va impacter, bien entendu, les taux de change, mais ça va impacter aussi la stabilité financière des États. Donc ça, c'est un effet. Et ajoutons dernièrement, c'est les risques géostratégiques, notamment au Moyen-Orient, avec la fermeture du canal de Suez, qui est en train de créer des dégâts considérables en Égypte et en Jordanie, et la fermeture du canal de Panama, pour des raisons climatiques. Il y a une sécheresse qui a ralenti le commerce mondial. Donc vous avez un ralentissement du commerce mondial. Vous avez donc tous ces risques qui influent sur la croissance et l'inflation continue à persister. Pourquoi elle continue à persister ? Parce que l'inflation que nous vivons depuis 2021, c'est une inflation différente des inflations dans le passé. Dans le passé, l'inflation était d'ordre de la demande. La demande augmentait, on sait faire ça. La Banque centrale joue sur les taux de réserve obligatoires, les taux d'intérêt et arrive à faire baisser. Mais là, vous avez aussi une inflation qui est due à la demande, à l'offre. Et l'offre, la Banque centrale, ce n'est pas son boulot. C'est donc le rôle de l'État dans sa nouvelle politique budgétaire de prendre en charge ces goulots d'étranglement en matière d'offres. Et c'est pour ça que la recommandation est de dire, OK, continuons à nous battre pour réduire l'inflation, mais les politiques budgétaires doivent prendre le relais pour assurer plus de dépenses, pour faire face aux défis du changement climatique, pour faire face aux défis géostratégiques, pour prendre en charge aussi les chocs liés à la guerre en Ukraine et la guerre en Palestine. Le Moyen-Orient est dans une région très exposée, extrêmement exposée, et ça pourrait, j'espère que ça ne se passera pas, il y a des discussions pour essayer de calmer le jeu, pour éviter l'escalade, mais c'est une région qui reste à très grand risque d'ébullition. Voilà un peu ce qu'on peut dire à ce stade-là. Nazim Sini, quel est votre sentiment, votre constat général sur... l'on s'attendait, il faut le dire, le professeur Bessaha a raison, il n'y a pas de boule de cristal en réalité, ce n'est qu'une expressions qui ont dit long, en même temps, sur cette phase de stabilité qui impose aux institutions financières internationales de revoir à chaque fois leur copie afin de se prémunir ou d'essayer d'anticiper les risques et les chocs géopolitiques. Oui, écoutez, je partage parfaitement ce que vient de dire mon ami M. Bessaha. Vous savez, aujourd'hui, 2024, c'est une traversée en mer et l'économie mondiale est une forme de paquebot qui doit à chaque fois revoir son itinéraire. C'est un peu comme ça qu'il faut le voir au niveau des projections. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous êtes face à une tempête, à un changement de météo, vous devez revoir votre copie et revoir un peu votre itinéraire pour arriver à bon port. Et c'est exactement ce qui se passe. C'est qu'aujourd'hui, on a une concomitance des risques et notamment la géopolitique. Et d'ailleurs, ça a été le premier risque identifié par la plupart des analystes économiques, des experts, même au niveau international, en disant que le premier choc que va subir l'économie mondiale, ce n'est pas le réchauffement climatique, ce n'est pas l'intelligence artificielle, ce n'est pas la cybersécurité, c'est la géopolitique. Et la géopolitique, pour pouvoir la contrecarrer, il faut de la diplomatie. Et il faut de la négociation. Et effectivement, la région du Moyen-Orient, c'est une véritable poudrière. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant si on assistait à une régionalisation du conflit et même à une mondialisation de la guerre qui risque de toucher des pays producteurs de matières premières comme l'Arabie Saoudite, comme l'Iran. Ça peut arriver même aux portes de l'Inde, qui est quand même une puissance nucléaire. Donc il y a un vrai risque d'escalade dans cette région. Et puis surtout aussi, le professeur Bessaha l'a rappelé, les voies de navigation qui représentent 80% des échanges de commerce internationaux sont en train d'être rabattus. Vous avez le détroit de Bab el-Mandeb à côté du Yémen qui est complètement bouclé parce que vous avez des attaques des Houthis, des rebelles Houthis sur certains navires. Vous avez effectivement dans le détroit du Panama qui subit de plein fouet la crise climatique. Donc ça oblige certains navires à passer par d'autres voies de navigation. Et effectivement, quand vous êtes face à un choc de l'offre, parce qu'il faut rappeler un peu d'histoire, la décennie qui a démarré, celle-ci 2020-2030, a démarré sous la pire des manières, avec une pandémie qui a complètement déstabilisé les chaînes de logistique. Il y a eu une guerre russo-ukrainienne
qui entraîne deux pays qui sont des puissances agricoles, donc notamment avec le blé, le soja, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve face à un énième choc, qui est celui de l'agression sioniste sur le territoire palestinien, et qui entraîne dans son sillage d'autres pays, notamment l'Égypte, etc., qui sont malgré eux entraînés dans ce conflit. Et aujourd'hui, il va falloir retrouver un peu de sérénité, parce que je ne suis pas sûr que l'humanité soit prête à un nouveau choc d'une telle violence comme ce que nous avons subi en 2020 et 2022. Aujourd'hui, l'inflation, effectivement, M. Bessaha a raison, on essaye d'appliquer des remèdes, des mauvais remèdes, et on ne fait pas le bon diagnostic. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir, c'est qu'on puisse faire de la relance budgétaire et de la relance économique en accompagnant l'offre, mais aussi la demande. Parce qu'aujourd'hui, face à l'inflation, les consommateurs ont tendance à épargner ou à faire un arbitrage au niveau de leur consommation, et on sait pertinemment que ce qui permet de maintenir une économie moderne, c'est deux moteurs, l'investissement et la consommation. Et il s'avère que ces deux moteurs sont en panne. Et il faut ajouter un élément extrêmement surprenant, c'est que pendant la pandémie, les États sont intervenus sur le plan budgétaire et monétaire. Oui. Et là, nous sommes dans une phase où les États retirent leurs interventions budgétaires, d'où la nécessité d'avoir des finances assez, je dirais, solides pour créer des marges. Et d'ailleurs, vous réaliserez qu'à la fin de l'année 2023, le Moyen-Orient a été frappé de plein fouet. La guerre en Palestine a créé des dégâts structurels extraordinaires en Israël, en Égypte, au Liban, en Jordanie. Les économies sont, quand on regarde les chiffres, on voit déjà les effets des aspects géostratégiques. Et ça va continuer. Ça va continuer parce que on ne sait pas, il y a beaucoup d'incertitudes. Et je crois qu'il faut, et dans ce contexte-là, il faut être extrêmement prudent dans nos projections, il faut les reprendre incessamment. Et moi, je suis très surpris qu'il y ait 2,8%. Oui. Franchement, je suis très surpris parce qu'il y a une telle accumulation, comme l'a souligné mon ami Sini, telle accumulation de chocs, de risques et d'incertitudes. On n'a jamais vu une économie mondiale aussi secouée que ces derniers temps. Justement, pour rentrer dans le vif du sujet, professeur Bessaha, le FMI s'attend à ce que les prix du pétrole et de ses coûts d'expédition s'apprécient de 15% en cas de nouvelle escalade, ce qui augmenterait l'inflation de 0,7 points de pourcentage. Je considère que le FMI est très prudent en matière de projection parce qu'on a fait tellement d'erreurs dans le passé, donc on est extrêmement prudent en matière de projection. S'il y a un conflit, si le conflit se généralise, ce n'est pas 15%. Vous avez doublement et vous aurez un effondrement de l'économie mondiale. Exactement. C'est pour ça que tout le monde essaie de calmer le jeu. Tous les pays impliqués dans le conflit ont tous intérêt à ce que la situation se calme, qu'il n'y ait pas de dérapage. S'il y a un dérapage, tout le monde perdra. Sur le plan géostratégique, sur le plan économique mondial, vous risquez d'avoir un baril à $200, très facilement. Bon, c'est dans l'intérêt de personne, mais ça se produira. Il faut bien l'expliquer qu'un baril à $200, voire plus, n'est pas dans l'intérêt forcément des pays producteurs. Non, vous savez, le prix du pétrole, c'est un prix qui doit trouver un équilibre entre les consommateurs et les producteurs. Les producteurs n'ont pas intérêt à casser la tirelire, les consommateurs aussi n'ont pas intérêt. Donc il faut trouver un prix qui puisse permettre à l'économie mondiale de fonctionner, de trouver un équilibre. Nazim Sinil, on parle donc d'un deuxième round pour l'inflation, un indicateur clé des prévisions d'inflation à long terme dans la zone euro qui suit généralement l'évolution du pétrole, a atteint la semaine dernière son niveau le plus élevé depuis décembre, à savoir 2,4%. Il reste supérieur à l'objectif d'inflation de 2% fixé par la Banque centrale européenne. Comment manœuvrer face à cette inflation qui avance masquée désormais? Écoutez, d'un point de vue réglementaire, dans les statuts de la Banque centrale européenne, effectivement, leur objectif, c'est de maintenir l'inflation à 2%. Oui. Aujourd'hui, ils sont à 2,4%. Ça reste quand même assez raisonnable par rapport à ce qui a été vécu dans la zone euro, notamment en 2022 et début 2023, où on était aux alentours de 5-6%. Alors, par contre, effectivement, on est au-dessus des objectifs fixés par la BCE. Aujourd'hui, vous savez, ils ont très peu de marge de manœuvre parce qu'ils ne peuvent pas continuellement augmenter le taux directeur parce qu'ils sont en train d'étrangler ils l'ont fait durant toute l'année 2023, pratiquement. Arrivant à des taux... à ce que faisait la Fed aux États-Unis. Et d'ailleurs, ils se rapprochent
inexorablement des taux pratiqués par la Fed et par la Banque centrale anglaise, puisqu'ils sont à peu près à 4,75, il me semble, et ils avaient prévu justement un desserrement de la politique monétaire sur fin 2024. Et on a l'impression que cet horizon s'éloigne de plus en plus. Aujourd'hui, la seule manière qu'ils ont de jouer sur l'inflation, c'est justement de continuer à conseiller les gouvernements, voir un peu comment au niveau de de la zone euro pouvoir resserrer ou desserrer peut-être les taux. Mais encore une fois, comme l'a dit M. Bessaha, ce n'est pas à travers une politique monétaire qu'on va réduire cette inflation. Je pense qu'il va falloir accompagner les États à aller sur de la relance budgétaire. Mais le problème, c'est qu'en face de ça, vous avez des pays qui ont très peu de marge de manœuvre. Ouais. Par exemple, des États comme la France, comme l'Espagne, qui ont des taux d'endettement qui sont extrêmement élevés, n'ont pas de marge de manœuvre. Donc, ils ne vont pas creuser davantage leur déficit. Ça risque d'impacter leur notation au niveau des marchés et ils vont avoir des difficultés à emprunter davantage. Mais je pense que des pays comme l'Allemagne, des pays comme les aussi scandinaves, qui ont un peu de marge budgétaire, peuvent accompagner la relance économique, mais aussi s'appuyer sur la Commission européenne, puisqu'aujourd'hui, il y a un Green Deal qui a été validé par la Commission européenne, mais les fonds n'arrivent pas au niveau, des entreprises. Et ça, c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a des budgets qui ont été votés, des plans de relance qui ont été votés également pour de l'industrie verte, mais les fonds n'arrivent pas. Je crois qu'il faut ajouter aussi en matière d'inflation, il y a un problème de pilotage. La première erreur qui a été commise du fait de cette inflation post-pandémie, c'est qu'on l'a mal qualifiée. On a considéré au début, on a perdu 6 mois, le deuxième semestre de 2021 a palabré, est-ce que c'est une inflation conjoncturelle ou une inflation structurelle ? Mais c'était une inflation structurelle, puisque c'était les chaînes d'approvisionnement qui ont été complètement perturbées. Les gens sont morts, les entreprises ont disparu et il y a eu des goulets d'étranglement. Ce qui fait que les grandes banques centrales sont intervenues pour contrer l'inflation avec leurs outils classiques, c'est-à-dire le taux d'intérêt et le taux de réserve obligatoire, avec du retard. C'est pour ça que les ajustements du taux ont commencé en février. Le problème aujourd'hui est de savoir à quel moment on commence à décélérer. Et c'est tout le problème, parce que l'inflation d'aujourd'hui, ce n'est plus dans les biens, c'est dans les services. Et vous avez en plus de ça les deuxièmes effets potentiels des marchés du travail. Parce que tous les marchés du travail dans le monde avancé sont serrés. C'est qu'il n'y a du jamais vu. Parce que normalement, quand on augmente les taux d'intérêt, on crée du chômage. Oui. Et là, vous avez de tels mouvements structurels au niveau du marché de l'emploi que le marché de l'emploi reste très, très tendu et solide. Alors, on ne sait pas comment faire les choses. Et il faut que la politique budgétaire intervienne. C'est-à-dire, au moment où il faut dépenser moins, la politique budgétaire doit dépenser. D'où, comme tu l'as souligné, l'élément fondamental de stabilisation budgétaire, de dégagement des marges pour pouvoir reprendre le contrôle de la situation. Justement, vous parliez de pays qui ont peut-être des largesses au niveau du budget, à l'image de l'Allemagne, des pays scandinaves, mais ces pays-là, justement, obéissent à une orthodoxie telle en matière de budget qu'il n'est pas facile de le faire sans s'adresser peut-être au Parlement, aux décideurs politiques. Le FMI, professeur Bessaha d'ailleurs, estime que les décideurs doivent également préserver la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette qui vient également, excusez-moi l'expression, mettre son nez dans ses affaires tout en gérant les risques géopolitiques et en rehaussant les perspectives de croissance à moyen terme. Peut-on concilier ça? Si oui, de quelle manière? C'est le défi, c'est le grand défi justement. Vous avez une période de choc répétitif, vous avez une inflation qui est très difficile à contrôler parce que, comme on l'a souligné ensemble, ce n'est pas uniquement une inflation par la demande, c'est une inflation par l'offre. L'inflation par l'offre ne pourra être réglée que par des interventions budgétaires de l'État, pour améliorer l'accueil dans les ports, pour relancer les investissements, recréer les chaînes, etc. Et c'est précisément à ce moment-là qu'il va falloir preuve de bonne gestion macroéconomique. Il va falloir stabiliser l'inflation, mais il va falloir aussi stabiliser le budget. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une gestion rationnelle et essayer de voir qu'est-ce qui peut être, je dirais, baissé pour transférer des ressources pour faire face à des priorités qui sont là et qui n'attendent pas. Voilà. Donc,
Il va falloir faire, je dirais, de la bonne gestion budgétaire au moment où on a besoin. De l'équilibrisme même. Hein? De l'équilibrisme. Oui. Et pardon, je vais vous dire, même il va falloir Rapidement, innover. Innover, Il va falloir innover. Ouais. Parce qu'effectivement, il va falloir trouver des mécanismes qui permettent d'accompagner les entreprises en leur offrant de baisser des taux de TVA, en baissant les impôts de production. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont tout simplement répercuté les hausses qu'elles subissent. Et elles sont en train de créer un cercle vicieux. Oui. Et les consommateurs, voyant les prix s'élever, consomment moins. Ce qui génère derrière de la baisse de la demande, qui génère à son tour du chômage. Donc vous voyez, ce qui fait qu'il va falloir à un moment donné que dans ce marché qui est complètement déréglé, l'intervention de l'État. Très bien. Surtout que les excédents de liquidité qui ont permis à l'économie mondiale de rebondir. Professeur, je vous propose de marquer une toute petite pause avant de revenir à ce débat très passionnant. Les pros de l'éco sont de retour juste après une petite pause. Nous sommes de retour sur le plateau des pros de l'éco où nous parlons depuis un peu plus d'une demi-heure avec nos experts Nazim Sini, professeur Abdrahmi Bessaha, des conséquences et des prévisions du FMI par rapport à la crise que connaît la région du Moyen-Orient sur le plan géopolitique. Vous aviez la parole, professeur Bessaha. Bon, c'est comme je me suis exprimé au début, le Moyen-Orient c'est une région qui est explosive. Et les prévisions de croissance, moi je trouve qu'elles sont déjà un peu optimistes, mais elles reflètent quand même, je dirais, cette région qui est sous choc géostratégique et également sous choc macroéconomique aussi. Même s'il y a une retombée au niveau des prix du pétrole, mais les prix du pétrole sont en train de se stabiliser, vous le voyez, entre 87 et 90. Ce qui a pas mal étonné les observateurs et les experts du monde énergétique. Tout simplement parce qu'il y a une baisse de la demande aussi. Oui. Il y a une baisse de la demande. Vous avez des taux de croissance qui sont les plus bas depuis 30 ans. Donc il y a une baisse de la demande, une baisse de la... En fait, quand vous regardez les trois pôles de croissance, à part les États-Unis qui vont avoir une croissance de 2,7, le pôle de croissance chinois, il est en panne. Le pôle de croissance européen est en panne parce que l'Europe découvre sa dépendance en énergie. C'est le problème de l'énergie. Donc vous avez un seul pôle de croissance qui est en train de tirer la croissance mondiale. Et c'est pour ça que les taux de croissance sont assez faibles et que le prix du pétrole n'augmente pas. Il y a un autre élément aussi qui change la donne. C'est que les États-Unis sont en train de pomper au maximum dans le gaz de schiste. Ils sont arrivés, si mes souvenirs sont bons, à 12 millions de barils jour. C'est énorme. Et c'est pour ça que leur politique était de se dégager du Moyen-Orient. Équivalent où ça dépasse un peu la production bien sûr, de l'Arabie Saoudite en matière de brut. Ils ont neutralisé dans une certaine mesure le poids de l'OPEP qui avait la marge en 2021-2022. Cette marge est perdue pour l'instant. Il y a aussi la réalisation de la prise de conscience qu'il ne faut pas secouer trop le cocotier, sinon tout le monde coule, pour utiliser cette expression-là. Nazim Sini, l'escalade des risques justement géopolitiques au Moyen-Orient et ailleurs a provoqué la semaine dernière un regain de volatilité sur les marchés financiers malgré l'amélioration là aussi des perspectives de croissance mondiale. Jusqu'à quand l'économie mondiale peut-elle tenir, Nazim Sini, à ce rythme d'instabilité généralisée? Écoutez, si déjà on finit l'année sans qu'il y ait un effondrement de l'économie, ça serait déjà extraordinaire parce qu'honnêtement, je vous ai dit, dans l'histoire récente, contemporaine, on a rarement vu justement une sorte de mauvais alignement des planètes. Vous savez, parfois on utilise cette expression pour dire quand on a un alignement des planètes positif, mais là on a tellement de chocs exogènes, géopolitiques, des chocs industriels, et puis un retour à l'austérité dans certains pays, un retour également au protectionnisme. Enfin, moi j'ai été surpris, M. Bessaha pourra le témoigner, l'un des pays qui a créé le libéralisme, les États-Unis, sont devenus protectionnistes, avec des lois, également une volonté de récupérer certains pans entiers de leurs industries pour relocaliser aussi des industries à haute valeur ajoutée, parce qu'ils veulent absolument contrecarrer l'avancée des Chinois, de la Chine notamment, sur certains volets économiques, notamment le volet des nouvelles technologies, le volet spatial, le volet scientifique. Juste pour vous rappeler, et ça peut se comprendre parce que il est dit que d'ici 5 ou 6 ans, la Chine sera le premier pays qui arrivera en tête des classements des publications scientifiques. Oui.
devant les États-Unis et devant l'Europe. C'est pour vous montrer qu'aujourd'hui, ce pays-là est un véritable rouleau compresseur et on ne connaît pas véritablement les intentions de la Chine. C'est ce que déclarent les Américains et les Européens en disant ils ont peur aujourd'hui que ce pays-là, ce géant-là asiatique, puisse disputer leur leadership, notamment en Afrique, notamment même à l'entrée de leur zone. Hein. On voit les investissements chinois en Grèce, notamment en Italie, etc. Notamment dans les infrastructures. Exactement, dans les infrastructures. Et aujourd'hui, on assiste à une sorte de guerre froide économique. Et encore une fois, il va falloir garder son sang-froid. Et je pense que si on veut garder l'équilibre et éviter que, justement, l'économie s'effondre, il faut qu'on retrouve une sorte j'allais dire, multilatéralisme et une forme de coopération internationale avec des mécanismes mondiaux pour, justement, maintenir l'économie et la relancer. Je crois que la rivalité Chine-États-Unis est un risque géostratégique. Tout à fait. Oui. D'autant plus que... Mais il y a un autre élément, c'est qu'on pensait Alors que je la vous Chine... interromps juste pour rappeler que la Chine a réagi aujourd'hui justement à la décision du Congrès américain d'allouer une nouvelle aide à destination de Taïwan d'environ 8 milliards de dollars, justement, ce qui risque d'aggraver ces tensions géopolitiques entre ces deux géants économiques. C'est vrai que la rivalité entre la Chine et les États-Unis est un élément de perturbation géostratégique, d'autant plus qu'en mer de Chine, les risques de conflit sont réels. Le problème qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, la Chine n'est pas aussi favorablement placée qu'elle l'était avant la pandémie. Une fois que la pandémie une fois qu'ils ont réouvert l'économie chinoise, elle a été rouverte avec des dommages structurels colossaux. Premièrement, vous avez un secteur immobilier qui est totalement déstabilisé, on peut le dire, en panne, carrément en friche. Vous avez aussi un problème de démographie, puisque la démographie la progression démographique de la Chine maintenant passe en seconde position après l'Inde. Vous avez aussi les recettes habituelles pour relancer l'économie chinoise qui ne marchent plus. La relance par le crédit, par l'investissement. Donc, et ils n'ont pas le temps de faire la transition vers le modèle, vers la consommation, parce qu'ils n'arrivent pas. Donc maintenant, les Chinois se sont recentrés sur les industries des énergies nouvelles. Et c'est là que ça pose un autre problème géostratégique, parce qu'ils ont pris tellement d'avance qu'il n'y a pas de place pour les autres. Il n'y a pas de place pour les autres. Donc, vous avez cette rivalité Chine-États-Unis qui pose un problème pour la géostratégie et bien entendu qui a entraîné des politiques industrielles, comme tu l'as souligné, avec le reshoring, le friendshoring. D'ailleurs, quand vous regardez les chiffres, la Chine, pour la première fois depuis 30 ans, les investissements directs étrangers ont plongé. Oui. Voilà. Notamment en Afrique, où l'on a l'habitude d'avoir des chiffres par rapport aux investissements. Là, il faut souligner, à mon avis, moi j'ai travaillé beaucoup sur l'Afrique et j'ai vu l'œuvre chinoise en paix. Tous les pays qui ont participé, qui ont bénéficié d'investissements dans le cadre de l'initiative Road and Belt, ce sont tous des pays qui sont fortement endettés et qui ont des problèmes aujourd'hui à avoir des programmes de redressement avec le Fonds monétaire parce que la Chine s'oppose à une restructuration de la dette. Donc, il faut agir avec précaution en ce qui concerne cette initiative. Tous les pays, que ce soit le Pakistan, la Malaisie, tous leurs projets leur ont créé des difficultés colossales. Très bien, professeur. Très rapidement, un mot sur l'Algérie, Nazim Sini. Comment peut-elle manœuvrer dans ce contexte ? Écoutez, pour moi, il va falloir faire deux choses, et ça n'engage que moi. C'est un sentiment que j'ai, c'est-à-dire être conquérant, parce qu'il va y avoir des opportunités qui s'ouvrent à nous, mais également être prudent. Être prudent dans les partenariats que l'on va tisser, mais également tenter de protéger aussi notre économie face à ces chocs. Mais tout en accompagnant les opérateurs qui sont prêts à se positionner, notamment au niveau international, parce que nous avons deux régions naturelles dans lesquelles on peut se projeter. D'abord le bassin méditerranéen et puis aussi l'Afrique subsaharienne. Et nous avons des taux de croissance tout à fait, qui sont à plus de 4%. D'ailleurs, si on regarde les prévisions du FMI, vous avez deux régions du monde qui sont au-dessus de 4%, c'est l'Afrique et vous avez une partie de l'Asie. Donc c'est pour vous montrer un peu les deux pôles économiques qui tirent la croissance mondiale. Et aussi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il va falloir aussi mettre en place des politiques un peu plus incitatives pour justement créer cet environnement des affaires qui puisse être propice. Parce que, vous savez, aujourd'hui, l'Algérie va devenir une terre d'accueil à terme des IDE. Pourquoi ? Parce que la plupart des industriels européens veulent relocaliser à moins de 3000 km la plupart de leurs sous-traitants. Pourquoi ? Parce qu'elles
font face à une déstructuration du transport maritime, parce qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés à s'approvisionner en Asie, elles ont des difficultés notamment en Europe de l'Est, donc elles vont devoir trouver des alternatives, relocaliser sur leur sol. Le coût du travail ne leur permet pas parce qu'il est extrêmement coûteux. Par contre, en Afrique du Nord, vous avez des pays qui ont des assises industrielles et des infrastructures de qualité, c'est des pays comme l'Algérie. Très bien, merci Nazim Siri. Ouvrant rapidement, un point très professeur. important. Si vous regardez l'Algérie sur le plan géostratégique, c'est un trait d'union entre le deuxième pôle de croissance qui est l'Europe et l'Afrique qui va être le quatrième pôle de croissance, comme tu l'as souligné. Mais aussi c'est un trait d'union avec le Moyen-Orient qui est en train de devenir un fait géostratégique dans le cadre du Sud global. Ça, ce sont des points de départ. L'Algérie, à mon avis, moi en tant que simple citoyen, ce que je dirais, c'est l'Algérie devrait se donner une feuille de route avec des réformes très claires sur le plan macroéconomique, structurel, sectoriel, pour attirer les investissements et pour financer les réformes. Parce que de l'extérieur, on ne sait pas ce que notre pays fait. Donc il est très important de se donner une visibilité économique au-delà des cadres juridiques. La visibilité économique, justement. Les chiffres, c'est pour ça que nous revenons à l'importance du travail de M. Sini, une batterie de chiffres qui permettent aux industriels étrangers de miser sur l'Algérie. On va miser sur l'Algérie si on sait ce qu'elle fait comme réforme, si on sait quels sont les secteurs où on a besoin d'investissement et si on sait comment vendre notre projet. Les bons projets attirent toujours l'argent. Très bien, merci professeur. Ouvrons à présent le troisième et dernier chapitre des pros de l'écho. Il s'agit bien entendu du sommet de Tunis qui a réuni cette semaine justement Abdelmejid Tebboune, Kais Saïd et Mohamed El Menfi dans le cadre de la première réunion consultative trilatérale entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Je vous propose d'en apprendre davantage dans ce sujet avant de revenir une nouvelle fois au débat. Créer un bloc économique solide, moderne, pragmatique au sein d'un espace de complémentarité historique et dont le premier défi sera de porter le volume des échanges entre les trois pays bien au-delà des 5%. L'Algérie, désormais troisième économie du continent africain, la Tunisie et la Libye veulent en effet mettre leur énorme potentiel économique au service d'un développement commun et une intégration économique dont le premier impact sera une hausse importante du PIB et du taux de croissance de chacun de ces pays, avec un gain de croissance estimé par les instances financières internationales à 1,6% pour l'Algérie, 3,9% pour la Libye et 3,4% en ce qui concerne la Tunisie. Une intégration régionale qui serait à l'origine d'un marché régional revitalisé de près de 100 millions de consommateurs, un PIB annuel global de plus de 406 millions d'euros et un PIB par habitant évalué à 3 887 €. Des arguments de poids à faire valoir vis-à-vis des investisseurs étrangers avec un maillage logistique, tarifaire et douanier plus attractif pour une meilleure compétitivité régionale. Voici donc quelques-uns des atouts de ce Benelux économique maghrébin qui pourra en plus s'appuyer sur les nouvelles zones de libre-échange créées par l'Algérie avec ses voisins subsahariens, à commencer par la Mauritanie. La logique est simple, capitaliser les ressources naturelles et la coopération bilatérale entre ces pays dans différents secteurs, énergie, tourisme, agriculture, logistique, commerce ou encore industrie, et éliminer toutes les barrières pouvant se dresser face à la libéralisation des échanges et des initiatives entre les communautés d'affaires respectives. Sur le plan géopolitique, ce travail de mise en branle des potentialités de chacun des pays au service d'un bloc régional compétitif permettra aussi aux trois pays de renforcer la résilience de ce nouveau triumvirat face aux défis et risques d'une économie globale en pleine mutation. Le sommet de Tunis, donc première réunion consultative entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye, des pays qui partagent en plus des frontières, des liens indéfectibles, des liens historiques communs. Nazim Sini, est-ce qu'on s'achemine petit à petit vers un Benelux économique maghrébin? Je l'espère en tout cas. Moi, je suis ravi de voir que l'Algérie
remet au goût du jour son ancrage régional, à savoir une coopération avec ses voisins, notamment la Tunisie et la Libye, pour créer, pourquoi pas à terme, une zone d'intégration économique qui pourrait monter crescendo. Oui. D'abord, une zone de libre-échange pour les marchandises, une libre circulation des capitaux, Oui. une libre circulation aussi des individus et des investisseurs, et puis pourquoi pas aussi, plus tard à terme, avoir une intégration monétaire, puisque nous partageons le dinar. On pourrait créer une sorte de gold dinar qui serait partagé par les 3 pays, pourquoi pas. Mais ça, je vous dis, c'est Oui. un vœu pieux. Hein, on peut le voir ça à un horizon très très lointain. Mais en tout cas, nos 3 pays ont des complémentarités. D'abord, vous avez l'Algérie et la Libye qui sont des pays à dominance fortement énergétique. Vous avez aussi la Tunisie qui a une ingénierie financière. Un tissu de PME. Un tissu de PME, exactement, et qui est très présente dans le secteur des startups. Un secteur que l'on souhaite développer. Et puis aussi, c'est des pays qui partagent aussi des défis communs, notamment le réchauffement climatique, la lutte contre le terrorisme, également les chocs géopolitiques, et aussi pour asseoir son leadership dans la région méditerranéenne, puisqu'elle fait face à des concurrents. Vous savez, aujourd'hui, les Européens, ça ne les intéresse pas d'avoir des concurrents au sud de la Méditerranée, notamment en matière industrielle, en matière technologique. Donc, plus on est nombreux, plus on sera fort, et plus on pourra s'imposer justement sur la scène internationale dans l'intérêt des peuples de ces 3 pays-là, mais aussi dans l'intérêt de ces économies-là. Alors, si l'on additionne les côtes de ces 3 pays, on dépasse allègrement les 4000 km de littoral. Imaginez vous les choses, Nazim Sini. Professeur Bessaha, sur le plan économique, est-ce qu'un projet d'intégration à ce niveau peut aider les 3 pays à se prémunir des risques que nous évoquions auparavant, justement? Le monde actuel n'est pas fait pour les petits. C'est un monde de regroupement, c'est un monde de grands. Il est très important, donc toute initiative de regroupement, même si c'est avec 2 ou 3 pays, est à accueillir très favorablement. Et il faut renforcer tout ce qui peut être complémentarité économique, il faut renforcer tout ce qui est complémentarité technique. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut aller à l'assaut du marché international et de l'économie mondiale. Il y a une seule économie aujourd'hui, il n'y en a pas 2. Donc il faut s'intégrer avec le maximum d'atouts pour en tirer le maximum de bénéfices. Seul, on ne pourra pas le faire. À 2-3, on peut le faire mieux. Si on arrive à élargir plus tard, donc il y a un intérêt géostratégique, un intérêt économique, et il faut se donner une vision à long terme d'intégration, parce qu'il faut travailler dans le cadre d'un groupe. Le monde entier est structuré en groupe. Vous savez, aux États-Unis, vous avez au Canada, en Asie, il y a de la montée de nouveaux... Y compris en matière de marché, professeur. Il n'y a aucune raison pour que le Maghreb ne soit pas dans la même logique. Donc moi, j'accueille très favorablement ce genre d'initiative. Nazim Sini, justement, l'Afrique qui parle depuis quelques années à haute voix d'intégration, est-ce que ce projet peut être un projet pilote, justement, qui peut donner des idées d'autres pays ou d'autres régions africaines d'aller plus rapidement ou d'aller vers des mécanismes d'intégration qui pourraient justement bénéficier à l'ensemble des pays de ces régions africaines? Oui, parfaitement. Et puis elle peut s'additionner à d'autres zones de libre-échange comme la ZLECAf, comme l'Association de coopération en Afrique de l'Ouest, etc. Mais aujourd'hui, vous savez, ce qui est important, c'est de rappeler que, comme l'a dit le professeur Bessaha, qu'on puisse avancer groupé face aux défis internationaux. Et je reste persuadé qu'aujourd'hui, on peut créer justement une zone de libre-échange qui permet de servir les intérêts de ces pays-là et surtout de renforcer leur présence à l'international. Parce qu'aujourd'hui, le professeur Bessaha l'a dit, on est dans une compétition qui est très agressive et qui laisse peu de place aux pays qui sont faibles, justement. Et aujourd'hui, pour montrer sa force, pour s'imposer face à ces défis géostratégiques, face à ces mouvements internationaux qui sont en train de bouleverser les équilibres, il n'y a rien de mieux que d'avancer groupé. Et justement, je finirai là-dessus, c'est qu'il va falloir trouver des critères de convergence. Des critères de convergence politique, diplomatique et surtout économique, avec tout ce qui va derrière en matière industrielle, technologique, etc. Et puis, il faut exhorter nos pays à investir dans les industries de demain. Il faut investir dans les nouvelles technologies, dans l'intelligence artificielle, dans la 5G, pourquoi pas la 6G, dans les activités spatiales, parce que ce sont ces secteurs-là qui vont faire de nous, qui vont renforcer notre souveraineté et qui vont faire de nous des puissances de demain. Professeur Bessaha, quels seraient les secteurs comme ça qui pourraient bénéficier rapidement de cette dynamique? Je crois que le pari, il a bien expliqué, le pari est maintenant de miser sur les
secteurs à très haute valeur ajoutée. Les secteurs à très haute valeur ajoutée, c'est quoi? C'est l'intelligence artificielle, c'est la numérisation, c'est le vert, c'est le bleu. Donc il faut y aller. Et ce genre de projet d'intégration va permettre aussi de remettre en cause un certain nombre de politiques macroéconomiques. Vous avez une grande partie de l'Afrique qui n'arrive pas à décoller pour une raison toute simple. Ils ont un taux de change qui les empêche. Ils ont un taux de change qui les empêchera de bouger. Donc ça permettra au pays, j'y crois à cette initiative, mais il ne faut pas se presser, il faut se la mettre sur le temps long. Et ça permettra de dépoussiérer un certain nombre de politiques macroéconomiques qui n'ont aucun sens pour une grande partie de l'Afrique aujourd'hui. La partie de l'Afrique qui a le CFA ne pourra pas avancer. Ouais. C'est l'occasion de rénover, de revoir ces mécanismes, mais il faut y aller. Mais d'ores et déjà, il faut miser sur les secteurs d'avenir. C'est là où il y a de la valeur ajoutée, c'est là où il y a des gains de productivité, c'est là où il y a des sources d'emploi. Vous imaginez, si vous numérisez un pays, toutes les possibilités d'emploi pour créer les applications, pour maintenir les... Imaginez que vous numérisez le secteur agricole, le secteur de l'éducation, le secteur de la santé. Voilà un peu les défis sur cette initiative. Et ce sera donc le mot de la fin, professeur Abdrahmi Bessaha, docteur d'État en macroéconomie, expert auprès du FMI. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Nazim Sini, enseignant agrégé d'économie à l'Université Aix-Marseille 1. Merci également à vous, Nazim Sini, d'avoir été sur le plateau des pros de l'éco. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Rendez-vous dès la semaine prochaine. Excellente soirée, excellente suite des programmes sur Al24 News. Ce programme vous a été présenté par Sonatrach.